la suite d'une étude qui a été lancée par le fonds de dotation Quai Voltaire et le labo de l'ESS sur le sujet d'accompagner et financer les coopérations territoriales au service de la transition écologique juste. Et qui a émis dans cette étude plusieurs pistes d'action qu'on a décidé collectivement, donc avec toutes les personnes qui ont participé à l'étude et d'autres personnes dans le milieu de l'accompagnement et du financement des coopérations territoriales, de mettre en expérimentation 5 sujets. Donc le premier sur les métiers et la formation, le deuxième sur le financement, le troisième sur l'accompagnement et les outils, le quatrième donc sur les écosystèmes coopératifs territoriaux dont Céline, ma co-animatrice, dira un petit mot juste après, et le dernier autour de la valorisation du plaidoyer des coopérations territoriales. Donc voilà, dans le cadre de ces chantiers, on expérimente des pistes d'action et aujourd'hui, vous participez à une émanation de ces expérimentations. Céline, je te laisse peut-être détailler un peu plus sur le chantier 4. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Coubard, je suis fondatrice d'Interstitiel, qui est un outil dédié à la coopération entre acteurs publics et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai eu la joie d'animer le chantier 4 qui s'appelait Vers des écosystèmes coopératifs territoriaux, sur lequel on a notamment échangé sur les questions des invariants et de ces écosystèmes, de ce qui les fondait et de ce qui pouvait aussi permettre de construire aussi un plaidoyer, puisqu'il y a un chantier qui est dédié à ça, et donc c'était l'objectif aussi de nourrir cet ensemble-là. Et puis au fil de nos échanges, on a trouvé important aussi d'avoir des espaces de co-apprentissage, parce que la coopération, c'est aussi apprendre ensemble. Et donc est venue l'idée de ces webinaires. Donc on a 3 webinaires de prévus. Un premier qui a eu lieu sur les postures et comportements des individus et des collectifs dans ces écosystèmes, qui a eu lieu avant et qui est disponible à la fois en lien sur le wiki dédié au chantier coopératif, et Michael mettra le lien dans le chat, et à la fois sur le YouTube du labo. Et puis le prochain sera sur la question du temps, de cette notion de temps dans ces écosystèmes. Voilà, ces webinaires sont vraiment dédiés à cette question d'apprendre ensemble et d'identifier ensemble ce qui fonde ces écosystèmes et ce qui les différencie aussi. Alors sur l'espace webinaire, je fais un peu le cadrage. On est sur 1h30 de webinaire, ce qui est très court parce qu'on a 3 intervenants qui ont beaucoup de choses à nous dire. Donc on va essayer de prendre 1 ou 2 questions à la fin, mais on n'en est absolument pas sûr. Donc je vous conseille de réagir beaucoup dans le chat. Voilà, toute question, tout complément que vous avez envie d'apporter. Ce chat, on le récupérera aussi pour nourrir l'espace chantier dans le wiki. Voilà. Alors aujourd'hui, on est sur le sujet de la transmission. Enfin, on a tiré des fils autour de cette question de transmission, en parlant aussi de la question de l'évaluation, de ce qu'on produit dans ces écosystèmes, et puis dans un champ particulier qui est le nôtre, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire, est venue très vite aussi la notion de commun. Est-ce que ça questionne notamment sur les enjeux de propriété? Donc ça, voilà, je pense qu'il y a des sujets qu'on va largement traverser aujourd'hui avec nos 3 intervenants. Donc, sans aller plus loin sur la présentation du thème, mais c'était pour vous donner quelques mots-clés, je vous propose de laisser la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter, nous dire d'où ils parlent aussi, de quel endroit, de quelle place dans les écosystèmes ils sont en train de nous parler. Marie-Hélène, je te propose de commencer. Marie-Hélène, il n'y a pas ton micro. Le micro. Là, non? C'est bon. Si, Là, c'est bon, mieux, t'entends. Il y a un petit décalage entre le moment où j'ai dû cliquer 2 fois. Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle donc Marie-Hélène Pillot. J'accompagne les dynamiques de coopération à la fois soit entre des structures sur des thématiques un peu particulières, par exemple différentes assos sur les enjeux de l'aide alimentaire, ou alors carrément du multi-acteur, c'est-à-dire à la fois des associations, des entreprises, des habitants et des collectivités territoriales sur un même territoire, et où là, c'est eux qui vont faire émerger le sujet, la thématique ou le projet sur lequel ils ont envie de travailler ensemble. Et puis, j'appartiens aussi au chantier 4 du labo de l'ESS. Enfin, je suis investie
dans le chantier 4 du labo de l'ESS aussi depuis le début. Voilà. Laurent? Oui, Laurent Marceau. Moi, je m'appelle Laurent Marceau depuis 55 ans à peu près. Beaucoup travaillé une vingtaine d'années dans le secteur de l'éducation environnement, enfin l'animation nature au début, et petit à petit aider les acteurs des transitions à se désiloter, à travailler un peu plus entre eux, à impulser de la coopération, co-papa d'une structure qui s'appelle Outils Réseau, co-papa d'un logiciel qui s'appelle YesWiki, et donc l'idée c'est d'outiller les acteurs des transitions sur des outils politiques, des outils d'animation et des outils numériques pour faciliter la mise en lien. Voilà. Et puis, c'est suffisant pour l'instant. Ça marche. Raphaël? Bonjour. Bonjour. Je suis Raphaël Besson, donc, je suis responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation. Donc, je travaille sur 15-20 ans sur les formes d'urbanisme alternatif, l'urbanisme tactique, transitoire, l'urbanisme culturel aussi. J'ai investi de plus en plus les questions effectivement culturelles pour agir sur les transitions urbaines et territoriales. D'où le fait d'avoir cofondé le LUCAS, dont je vais parler, le laboratoire d'usage culture, art, société, avec des camarades de Culture Co et du Bureau des possibles. Et on travaille sur la question de la fabrique collective des politiques culturelles. Merci. Alors, j'ai une première question qui va vous permettre aussi de savoir un peu plus de qui vous êtes et comment vous travaillez vos sujets. Donc, la première question, c'est à quoi ça sert de capitaliser et de documenter une expérience et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour ces écosystèmes? Je laisse la parole à qui a envie de la prendre en premier. Sinon, je la distribue. Comme vous voulez. Marie-Hélène, vas-y. Comment, j'y vais? Ouais, vas-y. Alors, moi, je vais aborder plutôt la notion. Donc, moi, j'accompagne, comme je disais tout à l'heure, des dynamiques qui peuvent être de différentes échelles. Et souvent, en fait, il n'y a pas forcément cet enjeu de capitalisation, en tout cas une personne dédiée à capitaliser, documenter, capitaliser, faire ce travail. C'est un peu souvent la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a souvent pas les moyens financiers ou les moyens humains, et que les financements qu'elles vont chercher, en fait, que ces collectifs vont chercher pour développer le projet, se concentrent souvent sur le projet qui va émerger, et peu souvent sur est-ce que c'est important de le documenter et pourquoi en faire. Et c'est vrai que moi, donc, dans les accompagnements, j'aime bien du coup sensibiliser sur ce sujet, tout simplement parce que, par exemple, pour l'échelle de territoire, il y a beaucoup de diagnostics qui ont pu être faits dans depuis 20 ans, 30 ans, et souvent ces diagnostics même sont faits avec de l'argent public et on n'a pas accès en fait à ces diagnostics. Une fois qu'ils sont faits, ils sont potentiellement présentés, puis après ils restent dans des tiroirs et dans des placards, et donc quand on redémarre des projets, en fait on redémarre souvent de zéro et on a peu accès, ou alors c'est très compliqué d'aller les chercher. Donc dans cette envie de se dire il faut désiloter ces acteurs d'un territoire, quand on fait travailler élus, agents, entreprises, etc., comment on peut documenter ce qu'on fait, le rendre visible, le rendre accessible, à la fois pour que sur un même territoire ou entre des assos, tout le monde soit au courant de ce qui se fait, de l'action qui est menée, de où en est l'action. Donc le rendre visible, c'est important pour que ça embarque aussi des gens, voilà, que ça puisse à la fois embarquer et puis lors de l'arrivée de personnes, savoir où est-ce que ça se situe, à quoi j'ai accès, où est-ce que je peux trouver l'information. C'est aussi une manière d'inclure. Parce que si on n'a accès à rien et que c'est que dans la tête des uns et des autres, en fait, on a une petite partie de l'information. Et quand on intègre un projet, c'est encore plus difficile. Et du coup, ça freine l'intégration des personnes dans la réalisation de ces problèmes, ces sujets. Donc, ça permet de garder trace, comme je disais, dans le temps. Ça permet de transmettre aussi d'une génération ou d'une personne à une autre, parce que dans les structures, que ce soit des collectivités territoriales ou des associations, c'est pas toujours les mêmes personnes qui vont être impliquées dans le projet quand c'est des projets qui vont être sur du long terme. Moi, j'accompagne des fois des projets qui sont au démarrage de quelque chose qui peut durer 3 ans, 4 ans, voire plus. Et donc, au démarrage, des fois, on a des membres de CA qui sont des personnes durant l'année 1, et sur l'année 2 ou l'année 3, on a des rotations, on a des changements.
de membres. Du coup, s'il n'y a pas de documentation, que ça n'est pas centralisé quelque part, notamment avec des outils comme parlait Laurent tout à l'heure, des YesWiki, une sorte de gare centrale qui permet de centraliser tout, de rendre visible, bah, c'est difficile pour les personnes qui arrivent de se dire « Ah bah oui, mais ça, vous l'avez déjà travaillé, ça, en fait, vous l'avez expérimenté, ça n'a pas marché, etc. » Donc, c'est aussi comment on rend, on documente et on transmet finalement le travail fait. Et à chaque fois, ne pas repartir de zéro parce qu'on a des nouvelles personnes qui arrivent. Ça permet aussi, qu'on réussisse ou qu'on réussisse pas, c'est aussi ça qui est intéressant dans la documentation et la transmission, c'est aussi de documenter ce qui a marché mais ce qui n'a pas marché. Souvent, on a envie de rendre visible uniquement nos expériences positives, mais en fait, quand ça rate à un moment donné, ça rate aussi pour quelque chose, pour un contexte, pour une raison, et c'est hyper important en fait aussi d'en garder trace, parce que dans le temps, ça évite soit de recommencer de la même manière, soit ça permet aussi de faire des points d'étape et de dire, bon, ben, il y a 1 an, il y a 2 ans, quand on a fait ça n'avait pas marché, mais on n'était pas soit dans le même contexte, soit il manquait tel acteur, soit... Enfin, ça permet quand même de faire des petits bilans et de ne pas reproduire les mêmes schémas. Donc ça, c'est quand on pense à son territoire ou son périmètre d'action. Mais ça peut aussi permettre, si on le rend visible et accessible, et du coup pour la création de communs et comment on peut partager ça, je laisserai Laurent en parler, bah, ça peut permettre aussi à d'autres territoires de pouvoir s'inspirer de ce qu'on fait. Moi j'aime bien dans les collectifs que j'accompagne, pouvoir documenter sur la méthodologie aussi. Donc dire voilà les étapes par lesquelles on est passé, comment on a procédé. Et du coup, quand on documente tout ça, ça permet aussi à d'autres territoires de dire ah ben voilà, eux ils ont réussi ça, ils sont passés par telle et telle étape, il y avait tel et tel acteur, et du coup ça leur a permis de réussir ou d'avoir tel ou tel raté, quoi. Donc c'est important aussi si on veut de l'essaimage et que chaque territoire ou que chaque structure ne reparte pas de zéro. Voilà, c'est un peu pour ces différentes raisons que je trouve que c'est important en fait de documenter et de capitaliser en fait les travaux et les expériences faites, parce que sinon en fait on reste toujours dans cette dynamique de chacun dans son coin, on fait ses petites choses, voilà, ces petits projets, et en fait c'est pas ce qui permet à un moment donné d'avoir un impact plus conséquent. Alors que documenter, transmettre, se relier. Moi, je réalise aussi c'est pas des voyages, c'est des échanges entre territoires, parce que j'ai pu accompagner différents territoires, et c'est aussi intéressant de faire venir un autre territoire ou un autre collectif, en fait, les faire dialoguer, les faire se rencontrer autour de leur projet. Et du coup, quand on a déjà des choses qui sont capitalisées, des documents à partager, ça permet de préparer aussi ces voyages apprenants et ces échanges entre dynamiques de coopération. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, et si j'ai besoin, je compléterai. Merci Marie-Hélène. Du coup, comme tu as passé la main à Laurent, je propose, Laurent, si tu veux, surtout que je crois, de mémoire, je t'avais vu parler de compostage de projet, donc je pense qu'il y a aussi du lien sur que ça réussisse ou pas. Ouais, donc plusieurs choses. Pour moi, l'ES se caractérise par ce qu'on appelle sa fonction exploratoire. L'économie dite sociale et solidaire, c'est les gens qui se réunissent pour fabriquer ensemble des solutions à des problèmes qu'ils ont perdus collectivement. Et donc, quand on parle de fonction exploratoire, les gens vont là. Est-ce que vous aussi, vous n'entendez plus rien ou il n'y a que moi? Oui, non, je crois qu'on a perdu Laurent. Oui. Ah. Oui. Je pense qu'il est revenu. Oui. Je suis revenu. Je continue du coup. Donc, oui. Fonction exploratoire, donc des gens qui se réunissent pour fabriquer des réponses. Et bien souvent, on ne sait pas, à la lumière de notre projet, si ce qu'on a fait est une invention ou une innovation. Et bien souvent, dans l'économie dite sociale et solidaire, on parle beaucoup d'innovation sociale. Pour qu'une invention passe d'invention à innovation, il faut et du RAM. Est-ce que c'est revenu? Ça va être chiant. Oui, c'est revenu. Ouais. Je disais, pour qu'une innovation passe, une invention passe du statut d'invention au statut d'innovation, il faut qu'elle soit reproductible. Et donc, je vais peut-être couper effectivement, c'est une bonne idée, reproduite indépendamment des personnes et du contexte.
Et donc, quand une personne invente quelque chose, elle ne sait pas encore si ce qu'elle fait, c'est une invention ou une innovation. Vous m'entendez toujours? Vous entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'est Et bon. donc, du coup, le fait de documenter permet à des personnes de pouvoir retenter l'expérience, indépendamment des personnes et du contexte. Et si jamais ça fonctionne une fois, voire 2 fois, voire 3 fois, indépendamment des contextes, ce qui s'est passé du coup dans des marges, donc de manière expérimentale, pourra être déclaré innovation sociale. Et donc ça, on ne peut savoir ça que si, encore une fois, ce qu'on a expérimenté nous échappe. Et pour que ça nous échappe, il faut documenter. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Enfin, c'est une des raisons, un des éléments qui est lié à, enfin, qui fait que dans l'économie dite sociale et solidaire, à mon avis, on doit documenter. L'autre chose, c'est que l'économie dite sociale et solidaire fonctionne en silos, avec des silos qui sont consanguins, et étant consanguins, reproduisent ce qu'on appelle des pathogénies de caste. Et donc, enfin, en tout cas, moi, ce que j'appelle des pathogénies de caste. Et du coup, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de voir que très souvent, le problème de l'un est résolu par le silo d'à côté. Avec quelques-uns, on s'est amusé à parler de tragédie du LSD. On s'aperçoit que si on prend 3 silos tels que le silo des libristes, le silo des solidaristes et le silo des durabilistes, bien souvent, le problème de l'un est résolu par le silo d'à côté. Et donc, au niveau de l'ESS, il y a vraiment un enjeu colossal à ce que les gens documentent leur singularité, mais aussi ce qu'ils ne savent pas faire, parce que bien souvent, on s'aperçoit que le fait de montrer ses vulnérabilités permet de s'apercevoir que dans le silo d'à côté, on a des choses qui sont plutôt intéressantes et fabuleuses. Et puis, effectivement, je plus sois vraiment, par rapport à ce que disait Marie-Hélène, sur l'idée de documenter, de faire ce qu'on appelle des retours d'expérience, autant sur les réussites que sur les échecs. Et je pense que là-dessus, le fait que des structures qui sont beaucoup subventionnées par de l'argent public devraient créer des communs. Et donc, la documentation contribue à créer des communs. Et donc, si l'économie dite sociale et solidaire ne fait pas un peu sa révolution copernicienne par rapport à ça, on s'aperçoit qu'elle va transformer de l'argent public en bien privé. Et là, c'est encore pire que l'économie qui est suicidaire. Et je donne la parole à Raphaël, et on pourra parler de compostabilité plus tard. Ça va. Ça marche. Du coup, alors attendez, je regarde juste. Ouais, c'est bon, mon micro est ouvert. Écoutez, pour moi, c'est fondamental parce que, comment dire, en fait, une action dont on ne considère pas les conséquences, en fait, elle ne livre absolument aucun enseignement. Donc, c'est fondamental à un moment donné de pouvoir documenter et capitaliser sur différentes actions qui peuvent être mises en place dans différents territoires pour pouvoir véritablement rentrer pleinement dans l'expérience. Donc, pour moi, c'est fondamental pour connaître, pour comprendre, pour agir, pour transformer, pour négocier, pour apprendre à coopérer. Ce travail, effectivement, de documentation, de capitalisation, mais en commun. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que si vous avez à un moment donné juste la création, on va dire, d'analyse d'une action par un expert en particulier et pas de manière collective, à mon avis, c'est un peu aussi, ça rejoint les propos préalables, vous n'allez pas avoir vraiment en tout cas une force de frappe intéressante et vous allez rester effectivement sur des logiques aussi un peu de silo. C'est fondamental de travailler à cette capitalisation, à cette analyse en commun. Alors là, il y a des formes multiples. Ça peut être sur des formes effectivement de co-diagnostic de territoire pour à un moment donné avoir à la fois des analyses d'experts, des analyses plus profanes, des analyses d'usage, de pratiques, en tout cas faire cohabiter toute une série de savoirs afin d'identifier des ressources, on va dire, institutionnelles et puis des ressources plus informelles qui seraient un peu en dehors des radars, qui sont un peu les ressources latentes des territoires, par exemple. Ça peut être essentiel. Le fait de travailler sur des formes aussi d'évaluation collective des actions qui sont mises en place. À un moment donné, ça permet effectivement d'avoir en tout cas une analyse commune des enjeux d'un territoire, une analyse commune effectivement d'orientation possible aussi, et puis de comprendre collectivement un peu la perception de chacun, la manière dont il peut effectivement analyser telle ou telle action au regard de, je ne sais pas, sa conception particulière de l'économie, de sa conception particulière de ce qui est a priori une bonne politique culturelle ou une bonne politique sociale. Et là, de ce point de vue, il est fondamental, en fait,
de travailler sur des outils d'analyse en commun et sur notamment des formes d'évaluation collective. Donc pour toutes ces raisons, à minima, effectivement, capitaliser, c'est fondamental hein, pour éviter d'avoir juste une addition sans fin d'expérience et d'expérimentation, un peu ce qu'on observe hein, dans le champ, souvent l'économie sociale et solidaire, ou d'autres types d'actions, hein, dans le champ des politiques culturelles aussi, et pour pouvoir avoir effectivement des outils d'analyse en commun pour permettre à un moment donné aussi de transformer la, nos réalités. Merci. Vous parlez chacun en fait d'une place particulière. Moi, j'ai envie un peu de tirer le fil de la place, par exemple, de la recherche par rapport à une place d'accompagnement ou d'acteurs citoyens. Comment tout ça se coordonne sur ces temps effectivement d'échange, de capitalisation. Vous avez commencé à en parler, Raphaël, mais je pense que c'est un fil à tirer, comment chacun se positionne dans ces passages, notamment de votre point de vue de chercheur, par exemple. Et quelle est la place de la recherche écoute, Oui. Par rapport à cette question, en fait, on travaille surtout sur des formes de recherche collaborative ou encore de recherche-action. Donc ça, c'est des formes, effectivement, des méthodes qui vont particulièrement nous intéresser. Donc avec cette idée effectivement, hein, de combiner à la fois l'expérimentation et l'analyse scientifique, hein, à un moment donné, une méthode hein, dans laquelle il y a effectivement de recherche, une action, en tout cas une délibérée, si vous voulez, de transformer la réalité. Donc ça, c'est ce qui nous inspire beaucoup. Et puis cette recherche collaborative, qui est vraiment cette idée de créer en tout cas l'espace qui permette à tout à chacun de pouvoir effectivement produire des formes de connaissances, qu'elles soient expertes scientifiques ou non scientifiques. Hein. Et vraiment, l'idée derrière, c'est de pouvoir faire se rencontrer, dans le cadre de ce qu'on travaille sur c'est effectivement ces outils de co-diagnostic, faire se rencontrer une diversité de savoirs et voir effectivement là où au fond il y a des analyses partagées, hein, certes avec des langages, des mots, des termes qui vont être différenciés en fonction soit des types de savoirs, soit en fonction des types de secteurs. Hein. Par exemple, je sais pas, juste le terme médiation, par exemple, hein, ça c'est un terme absolument fascinant, à quel point la médiation peut signifier des choses très différentes au sein même des politiques culturelles en fonction de là où vous vous placez dans les politiques culturelles. Et puis alors pire, si vous rajoutez là-dedans le secteur social, à ce moment-là, on aura une lecture extrêmement différenciée. Donc si vous voulez faire se rencontrer à un moment donné une diversité de savoirs, une diversité de perception à travers effectivement des outils de co-diagnostic qui permettent de faire se rencontrer ces savoirs. Donc, pour la recherche, en tout cas la manière de considérer la recherche, ça va être effectivement de travailler sur ces formes de recherche-action et de recherche collaborative et d'aller jusqu'à, si vous voulez, pas juste, ça c'est peut-être important, pas juste, on va dire, arriver à une espèce de co-diagnostic où on va effectivement à un moment donné aussi outiller hein, des habitants, des usagers, des citoyens pour participer à l'enquête, à l'observation, réaliser des entretiens, voilà, pas seulement les outiller, mais aussi travailler avec un ensemble d'acteurs, une communauté de 150-200 personnes en fonction des territoires, pour en fait travailler sur la fabrique de la problématique, si vous voulez, de réussir à collectivement formuler des enjeux de territoire. Normalement, souvent, ce qu'on voit, c'est que cette partie-là est réservée aux experts ou aux chercheurs, in fine. Hein, c'est a priori eux qui ont le monopole un peu de cette capacité de problématisation. Là, toute l'idée, c'est vraiment de passer beaucoup de temps à essayer de formuler des problématiques et des enjeux en commun, ce qui est un peu aussi notre cœur de cette positionnement sur la question de la recherche, cette recherche, action et collaborative. Merci. Je peux continuer. Allez-y si vous avez encore d'autres idées. Disons, je peux continuer sur, peut-être reprendre aussi sur vraiment ces idées de, si vous voulez, d'évaluation collective, où là, ça va aller, si vous voulez, aussi jusqu'à co-construire les indicateurs d'évaluation. Donc ça, il y a beaucoup de réflexions dans le champ de l'ESS sur ces questions-là. Mais effectivement, souvent, ce qu'on va voir, alors certes, il peut y avoir des outils d'évaluation collective, mais souvent, ce qu'on va voir, c'est des indicateurs qui sont quelque part travaillés en chambre. Hein. Et nous, tout ce qu'on essaye de faire au niveau, quand on s'engage sur les territoires, c'est de dire un indicateur n'a de sens que si, effectivement, il est approprié par la communauté qui, à un moment donné, va s'engager dans telle ou telle action collective. Donc, on travaille sur des formes de co-construction d'indicateurs
où là, en fait, le chercheur accompagne des non-experts, des non-scientifiques pour effectivement co-construire ces indicateurs, mais en tout cas, travailler ces indicateurs avec des questions évaluatives qui, à un moment donné, font sens par rapport à la communauté qui est engagée dans une expérience collective. Donc ça, c'est aussi un autre point qui est important pour nous. Ok. Je trouve que ça fait écho à l'objectif en fait qu'on se donne sur l'évaluation, c'est-à-dire que si on est sur une évaluation d'impact pour rendre compte à une collectivité qui finance, c'est une chose, mais en fait là ce que vous décrivez, c'est aussi comment l'évaluation vient permettre de nourrir le projet, voire de le transformer pour avoir plus d'effets aussi. Marie-Hélène ou Laurent, est-ce qu'il y a des choses qui font écho? Oui, si je peux prendre, oui, tout à fait. Moi, je rejoins les propos qui sont dits. Pour moi, il y a des expertises qui sont importantes. Tu posais la question, Céline, du lien entre accompagnateur, chercheur et puis potentiellement le projet accompagné. En fait, il y a des expertises chez les trois qui sont importantes et qui sont complémentaires. Et souvent, en fait, il nous manque le côté chercheur pour nous. Enfin, moi qui viens du monde de la recherche, c'est vrai que tout le monde, on n'a pas tous fait, le cerveau fait comme les chercheurs. Et quand on est la tête dans le guidon dans un projet qu'on est en train de développer, on ne pense pas forcément, on n'a pas la vision méta, le recul en fait aussi pour observer et être objectif peut-être sur les indicateurs ou sur les avancées du projet. Donc c'est bien aussi d'avoir finalement ce regard un peu extérieur. Et donc voilà, le chercheur va avoir son regard, son prisme et va apporter en fait une expertise. La personne qui va accompagner va aussi avoir d'autres outils, une expertise qui est assez particulière sur comment on va accompagner cette coopération, c'est quoi les problématiques qu'on rencontre généralement, etc. Donc ça peut nourrir la réflexion. Et puis après, dans le fait de faire une recherche-action, on embarque une fois de plus les personnes qui sont impliquées dans le projet à prendre conscience aussi de l'évolution du projet, de là où on est parti jusque là où on va, de prendre conscience aussi que dans les indicateurs qu'on va mesurer, il n'y a pas que des indicateurs quantitatifs. Et souvent, dans les financements qu'on obtient et donc les comptes qu'on a un peu à rendre à la fin de chaque année ou d'un financement sur 2 ans, c'est quoi les indicateurs et qu'est-ce que vous avez pu voir évoluer? C'est souvent du quantitatif. Et en fait, à plein d'endroits, et notamment la dynamique de coopération et le changement de posture autour de la coopération, c'est pas du quantitatif, c'est du qualitatif. Et c'est là où c'est aussi plus complexe à mesurer, mais qui pour moi est tout aussi important, puisque c'est quand on voit une dynamique évoluer, des personnes qui s'impliquent de plus en plus, un engouement en fait, comment on mesure l'engouement des personnes et le fait qu'elles se disent mais maintenant voilà, coopérer, vivre une expérience irréversible de coopération et du coup après on continue, on n'a plus envie d'arrêter. Voilà, c'est pas que sur du quantitatif, donc c'est là où il y a besoin aussi d'expertise, de regard extérieur sur comment on va mesurer ça pour qu'on puisse avoir effectivement une vision un peu globale de l'évolution du projet qui va être importante. Voilà, sur le côté recherche, lien avec la recherche, et je le redis, c'est un peu comme financer l'animation de ces coopérations. Il y a très peu de financement là-dessus, il y a beaucoup de financement sur le projet, il émerge maintenant, pour le faire sortir de terre, on va mettre des moyens. On ne finance pas l'émergence de ces projets, et c'est la même chose, je trouve, sur le volet documentation, recherche-action. C'est difficile d'aller trouver des financements qui permettent de mettre ça en place et de le mesurer. Après, il faut aussi connaître les labos de recherche qui le font, etc., avec qui créer des partenariats. Donc, moi, j'en profite un peu pour faire un vrai appel, en fait, aussi à une dynamique au laboratoire de recherche qui serait intéressé pour voilà, nous accompagner sur de la documentation de ces recherche-action, de ces dynamiques de coopération. Du coup, je plus sois abondamment ce qui vient d'être dit. Moi, notamment Raphaël a beaucoup parlé d'action recherche-action, de voir comment on co-fabrique des indicateurs. Derrière ça, il y a vraiment la réaffirmation que la coopération, quels que soient les projets, est une posture peut-être même qui pourrait être consubstantielle de l'idée même d'économie dite sociale et solidaire. Donc je pense qu'effectivement, c'est des choses qui sont affirmées. Dans la coopération, et donc là, il y a une belle thèse qui a été faite par Elżbieta Sanoszka sur les compétences collaboratives coopératives. Voilà, mais moi, je pense qu'elle a plutôt travaillé sur les compétences coopératives. Dans les 3 compétences, il y a une des choses, c'est être conscient de l'interdépendance
les uns vis-à-vis des autres. Et donc, cette interdépendance les uns vis-à-vis des autres, derrière ça, il y a vraiment l'idée de partage sincère, et on revient sur l'idée de documentation. Donc, il faut absolument partager sincèrement ce qu'on raconte. Quand on dit partage sincère, c'est qu'on est prêt à ce que l'autre puisse le réutiliser. Et le versus de ça, c'est l'écoute apprenante ou l'écoute transformatrice. Donc, c'est comment, dans une démarche d'action, recherche-action, les chercheurs sont prêts à être impactés par l'expertise terrain, et comment l'expertise terrain est prêt à être impactée par effectivement la réflexion des chercheurs. Et donc là, je pense que c'est un vrai sujet qui est complètement passionnant. Et du coup, un autre élément dans les compétences clés identifiées par Elżbieta Sanoszka, il y a dans les critères les éléments clés pour qu'un projet soit coopératif, c'est être prêt à co-construire la structure d'un projet. On ne parle même pas de la finalité d'un projet, on parle de la structure d'un projet. Et pour moi, mettre en place les critères d'évaluation fait partie de la structure d'un projet. Et donc, de co-construire la structure d'un projet, y compris les critères d'évaluation, avec l'ensemble des parties prenantes, c'est effectivement un élément super intéressant, important. Et derrière ça, j'ai noté les petites références. Il y a Hélène Duclos qui a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'évaluation de l'utilité sociale, et avec tout un tas de méthodos qui, pour moi, sont relativement aboutis sur le fait de co-construire ces indicateurs avec les différentes parties prenantes. Et enfin, pour finir, moi, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on voit très nettement les curseurs de la coopération monter au sein des projets. Je pense qu'un des éléments, et Marie-Hélène l'a un peu évoqué, c'est de passer de coopération fermée à une logique de coopération ouverte. Trop souvent, les projets, bon, déjà, faire de la coopération au sein des projets, c'est déjà très bien, mais il y a un gros enjeu à ce que les projets puissent du coup s'interconnecter, et que du coup, on puisse un peu plus travailler les porosités entre nos différents projets, les projets de recherche, les projets de recherche-action, etc., etc. Et pour ça, encore une fois, il faut documenter. Si on ne documente pas, on ne peut pas savoir qu'il y a un truc qui se passe. Et trop souvent, les projets qui sont faits vont enquister leur contenu, parce qu'ils vont faire un joli site intranet avec des logins et des mots de passe partout. Et donc, seules les personnes qui participent au projet sont au courant que les choses se passent. Et pour avoir la chance de passer de projet ou de projet en projet, moi, je suis affligé de voir qu'il y a une déperdition colossale, parce qu'encore une fois, on ne travaille pas assez la porosité entre les projets. Donc, vraiment, coopération fermée, c'est super bien. Mais coopération ouverte, je pense que l'ESS peut avoir vraiment besoin de ça. J'ai dit. Si je peux me permettre de rebondir, peut-être pour que Laurent aille un petit peu plus loin aussi dans ce que tu dis, parce qu'on pour avoir eu voilà, Laurent aussi qui est intervenu sur notamment un des territoires ici que j'accompagne. Une des problématiques, c'est oui, on documente, on rend visible, mais comment on protège aussi la documentation qu'on produit pour que, alors pas le protéger pour pas que, voilà, il y a quand même des raisons assez spécifiques, et des fois on se dit, allez, on partage, on met sur notre site, c'est ouvert à tout le monde, et en fait, c'est pas si simple. Et je trouve que voilà, l'explication, Laurent, si tu pouvais un peu la donner sur les modalités de partage qui permettent de nourrir l'ESS et en même temps de préserver l'intégrité des projets, je trouve que c'est quand même hyper important. Ouais. Donc effectivement, je parlais tout à l'heure des différents silos, la fameuse tragédie du LSD. Ce qu'on voit, c'est que des libristes qui commencent un projet, donc une communauté dans l'ESS de libristes qui fabriquent des projets, le projet, quand il démarre, est protégé juridiquement comme étant d'un commun. C'est-à-dire que du coup, cette équipe-là va travailler ensemble et va choisir la licence qui va faire que les contenus qui vont être produits seront protégés juridiquement comme étant réutilisables par d'autres. Vous passez chez les solidaristes ou les durabilistes, c'est un impensé. C'est-à-dire que les gens vont produire des contenus de manière assez sympathique, vont effectivement les mettre sur Internet et pensent que parce qu'ils les mettent sur Internet, c'est partagé. En droit français, si tu mets sur Internet, s'applique ce qu'on appelle le droit d'auteur, et le droit d'auteur fait que personne ne peut réutiliser les contenus sans votre accord écrit et explicite. Et donc, il y a un enjeu colossal si on veut qu'effectivement les retours d'expérience, ou en tout cas les données qui sont produites par une structure puissent être réutilisées par d'autres, c'est de choisir des licences de type Creative Commons qui vont élargir les droits d'usage et qui permettent à d'autres de les utiliser sans se faire piller. Et voilà, je pourrais éventuellement détailler, mais c'est effectivement bien souvent des impensés chez les acteurs dits de l'économie sociale et solidaire qui effectivement servent pour moi, de laboratoire de recherche-action ou de R&D pour l'économie que moi j'appelle cynique et suicidaire. Et une fois que l'ESS aura bien démontré que c'est rentable,
eh bien, vous allez avoir des jolies petites boîtes qui vont arriver, qui vont récupérer l'intégralité des contenus, parce que comme on n'a pas réfléchi à protéger nos process comme étant des communs, on se fait piller tout ça, et donc on voit des jolies boîtes privées qui se mettent à faire du service à la personne et ne vont laisser à l'ESS que les endroits qui ne sont pas rentables. Et donc là-dessus, il y a une vraie montée, à mon avis, en conscience de l'ESS sur le fait que les process qu'on met en place, donc les retours d'expérience qu'on fait, doivent être partagés, par contre, doivent être protégés comme étant non privatisables, ou en tout cas, si les gens les réutilisent, ça doit contribuer à améliorer le commun. Et ça, on commence même à le voir, ça on avait vu ça par exemple du côté de Brest, là, quand j'avais travaillé avec le territoire de Brest Métropole, là, eux, ils lancent des appels à envie. Et donc, si jamais les personnes fabriquent des projets, font des projets, et que ces projets-là, ils ne partagent pas soit le code source du projet, soit les résultats du projet, l'année suivante, ils ne peuvent pas avoir des financements supplémentaires. Par contre, et que le projet soit un échec, une réussite, la condition, c'est OK, tu reçois de l'argent public, tu dois fabriquer des communs, et ces communs-là doivent être réutilisés par d'autres et protégés, encore une fois, juridiquement comme tels. Merci. C'est compréhensible? Oui, oui. Enfin, en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà, mais c'est effectivement ce que tu amènes là, c'est que la propriété est souvent vue comme quelque chose de privé. Et là, en fait, protéger, avoir de la protection intellectuelle, c'est aussi un moyen de renforcer le commun et de renforcer finalement l'intérêt public, quoi. Mais protégés comme étant des communs. Et c'est peut-être pour moi une vraie ligne de partage des eaux entre ce que j'appelle l'économie cynique et suicidaire et l'économie dite sociale et solidaire. Et donc ça, là-dessus, il y aurait vraiment, et pour moi, c'est de la posture politique. Et ça, cette posture politique, actuellement, je pense qu'elle est, je vais même être un tout petit peu provoque. Vous avez entendu parler de l'opération milliard. Vous donnez 1 milliard à l'économie dite sociale et solidaire. Je pense que ce milliard-là, dans 2 ans, il est complètement dissous. Il est transformé en jolis contenus qui vont être sur les disques durs. Si par contre, vous vous débrouillez pour que ces milliards-là produisent des communs et des communs sincèrement partagés, là, on a une puissance transformatrice. Et ça, là-dessus, moi, je serais même assez enclin à ce qu'on n'attende pas ce fameux milliard, mais que déjà, on fasse une opération de libération de nos richesses et qu'on les préserve encore une fois comme étant des communs. Je pense qu'il y a des vraies valeurs ajoutées à faire. Moi, je suis affligé à passer de structure en structure, de voir des gens qui réinventent la poudre, alors que, encore une fois, la solution est des fois dans la structure d'à côté. Et puis, il y a des choses qui sont fabuleuses, des innovations sociales extraordinaires, mais n'étant pas documentées, n'étant pas partagées, et n'étant pas juridiquement partagées, on a une déperdition qui est absolument colossale. Et donc, si on dit économie sociale et solidaire, c'est quels sont les éléments qui permettent de faire société et solidarité. Il n'y a pas de société sans commun. Donc, du coup, allons-y, quoi. Merci. Je ne sais pas si je vois des personnes du milliard dans la salle, donc si vous voulez avoir des réactions, n'hésitez pas. Oui, Mickaël. Ouais, juste avant qu'on avance sur les sujets, notamment de protection, il y a, même si Laurent a un petit peu amené 2-3 éléments sur cette question-là, il y avait une question dans le chat sur la construction des indicateurs dans les évaluations et comment on intègre dans ces constructions d'indicateurs les premières personnes concernées, donc j'imagine les porteurs de projets, et peut-être aussi les usagers de ces projets à la suite, comment ils sont intégrés aussi dans la construction des indicateurs d'évaluation. Voilà, il y a eu quelques éléments amenés par Laurent, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments que vous voulez amener, si Laurent, tu veux développer un peu, ou si les deux autres intervenantes veulent développer cette question. Moi, du coup, j'aurais vraiment envie je vous renvoie sur les travaux qui ont été faits, qui ont été vulgarisés par la VIS et tout ça, les travaux qui ont été faits et les méthodos qui ont été bien travaillés par Hélène Duclos, alors avec d'autres personnes. Effectivement, l'idée, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, enfin, l'ensemble des représentants des parties prenantes, donc des représentants des usagers, des représentants des financeurs, des représentants des partenaires, des représentants des porteurs de projets. Et un des chantiers, c'est quels sont nos indicateurs et quels sont les grands thèmes qu'on va observer et quels sont les indicateurs de réussite. Et le fait de co-construire ça, de dire qu'est-ce qui nous permettra de dire que notre action était une réussite et que ça, ce soit vraiment co-décidé, enfin co-discuté avec chacun des représentants des parties prenantes, c'est extrêmement puissant. Et là, du coup, de mettre
très en amont, autour de la table, les personnes qui seront bénéficiaires de l'action. Et après, ce que disait aussi Hélène, et ça c'est à la lumière parce que ça a beaucoup été travaillé, notamment dans le travail sanitaire et social. Ce qu'on a vu, c'est que ça met en place des critères d'évaluation, enfin des indicateurs qui sont relativement pertinents. Le gros enjeu, c'est de se débrouiller pour que ces critères restent des critères vivants. Donc, c'est dire, voilà, ce critère-là est valable pendant 1 an. Au bout d'1 an, on va le retravailler collectivement. Et surtout, ces critères-là ne deviennent pas des critères prescriptifs repris par l'institution. L'institution est une malade de la performance et du coup malade des indicateurs. Et à partir du moment où l'indicateur devient une cible, il cesse de devenir pertinent. Donc, il faut absolument que ces indicateurs restent des indicateurs vivants et surtout se débrouiller pour qu'ils ne soient pas réappropriés et deviennent normatifs. L'exemple de ça, c'est l'agriculture biologique, qui a été des gens qui ont été vraiment très en avance au bout d'un moment pour faire des indicateurs. Ces indicateurs-là ont été repris au niveau méta, et maintenant on s'aperçoit que ça devient des freins aux personnes qui avancent sur l'évolution de l'agriculture au XXIe siècle. Ouais, juste peut-être pour compléter par rapport à cette question, effectivement, hein, travailler avec l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les porteurs de projets, les partenaires financiers, institutionnels, c'est essentiel lors de la co-construction en fait, de ces indicateurs. L'idée, c'est de travailler déjà sur, on va dire, les grandes valeurs, les grandes finalités du projet autour de thématiques et de questions évaluatives. Donc déjà, c'est assez intéressant de travailler sur ces indicateurs, mais du coup de questionner vraiment les grandes finalités du projet. Et puis ensuite, c'est de faire un travail beaucoup plus précis avec des petits groupes, hein, où l'idée, là, c'est au regard de ces grandes questions évaluatives, c'est quel type d'indicateur on souhaite effectivement construire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on souhaite évaluer, hein, par rapport à telle ou telle question évaluative. Donc là, il y a tout un travail qui est fait là-dessus. Après, l'idée, ça peut être par exemple de travailler sur une échelle de 0 à 4, par exemple, et pour pouvoir effectivement évaluer telle ou telle action, eh bien, de travailler sur 0, qu'est-ce que ça signifie, 1, qu'est-ce que ça signifie, 2, c'est quoi, 3, c'est quoi, et 4, c'est quoi. Et puis ensuite, c'est de travailler sur concrètement ce qu'on aurait besoin de savoir pour fabriquer tel ou tel indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà comme type de données, comme type d'informations, comme type de ressources permettant effectivement de construire ces indicateurs. Donc, on rentre à la fois, on a un travail, si vous voulez, à la fois un peu sur les grandes valeurs, et puis un travail assez technique où on rentre vraiment précisément dans tel ou tel indicateur. Ensuite, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a une forme aussi de médiation pour, à un moment donné, pondérer un peu ces indicateurs, les retravailler, rééquilibrer l'analyse évaluative quand il y a trop d'indicateurs qui vont notamment être trop sous prise de la participation citoyenne ou des choses comme ça, essayer de rééquilibrer ces indicateurs pour avoir un outil d'évaluation collective qui soit équilibré. Mais concrètement, on va assez loin, en tout cas dans la fabrique des indicateurs avec les différentes parties prenantes. Merci. Je vous propose qu'on reprenne le fil de la question des communs et de la protection, comment on peut avancer là-dessus collectivement, qui est aussi en lien avec la transmission, mais là, hors de la coopération fermée dont on parlait aussi. Oui, je pense que ce serait peut-être intéressant aussi qu'on pose ce qu'on considère comme un commun. Alors, Laurent, tu as commencé à y répondre en disant quand il y a de l'argent public, quelque part, la contrepartie pourrait être d'en faire un commun. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça qui seraient importants à partager ensemble? Du coup, là-dessus, un commun est défini par 3 éléments. C'est petit 1, des contenus. Donc, c'est quels sont les contenus, comment on partage. Petit 2, une communauté qui est co-responsable de ces contenus. Et petit 3, un processus, certains appellent ça une gouvernance, qui permet du coup de faire vivre ces contenus. Donc ça, c'est ces 3 éléments-là qui font un commun. Et donc, et à la différence des biens communs, par exemple, parce que des fois il y a confusion, un bien commun, c'est par exemple l'air. L'air est un bien commun. Par contre, à ma connaissance, il n'y a pas de communauté et il n'y a pas de gouvernance associée au fait que
on puisse gérer collectivement donc imaginez qu'à un moment, il y a une espèce de communauté mondiale qui s'occupe de l'air et avec une gouvernance associée. Dans ce cas-là, ce bien commun deviendra un commun. Donc ça, c'est peut-être juste la réponse à ta question. Et donc, un des enjeux, c'est que ces communs-là soient effectivement protégés juridiquement comme tels. Et donc, ça veut dire du coup, moi je dis sincèrement partagés, donc c'est-à-dire du coup réutilisables par d'autres. Et donc, réutilisable par d'autres, je disais que par défaut s'applique ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un auteur associé à des contenus. Donc, soit c'est un auteur individuel, soit c'est un auteur collectif. Mais tant qu'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et une fois qu'un contenu est signé, s'applique automatiquement deux choses, ce qu'on appelle le droit moral et le droit d'usage, le droit patrimonial. Le droit moral est inaliénable et imprescriptible. Donc, c'est-à-dire que l'auteur, à tout moment, si jamais des gens se mettent à utiliser les contenus dans un contexte qui ne lui va pas, l'auteur peut dire « là, je ne suis pas d'accord ». Et donc, ça, encore une fois, c'est inaliénable et imprescriptible. C'est pour ça qu'associé au commun, il faut toujours citer l'auteur associé pour que, du coup, l'auteur puisse revendiquer sa paternité. Et par contre, l'auteur et seul l'auteur peut élargir les droits d'usage. Et donc, là, il y a des licences de type ouvert, type Creative Commons. Alors, il y en a plein d'autres, mais je propose qu'on se focalise que là-dessus. Et donc, là, il y a toute une tripotée de conditions qu'on peut s'amuser à jouer. Et pareil, pour être un peu rapide, mais on pourra discuter de ça, les vrais éléments qui permettent au contenu d'être réutilisé, c'est petit 1, vous devez citer l'auteur premier. Petit 2, vous avez le droit de le modifier. Petit 3, vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales. Donc, je sais que ça, c'est l'élément qui fait gratter, qui hérisse le poil du dos des acteurs de l'économie dite sociale et solidaire. Et le troisième élément, qui est pour moi la vraie ligne de partage des eaux, c'est d'imposer la viralité de la licence. C'est-à-dire que du coup, si jamais vous réutilisez les contenus et que vous les modifiez, vous les amplifiez, les nouveaux contenus produits doivent avoir la même licence donc on appelle ça des licences virales ou des licences contaminantes. Et donc, c'est ça qui permet, du coup, que ces contenus soient protégés juridiquement comme tels. Et ensuite, on pourra s'amuser à faire ce qu'on appelle des agrégats de richesse de niveau 1, 2, 3. Voilà, si ça vous intéresse, je pourrais détailler ça. Je pense que tu peux détailler puisque tu nous as mis l'eau à la bouche. Bon, dans ce cas-là, en fait, quand vous avez des humains qui se mettent à coopérer, vous allez avoir dans une communauté, les gens vont partager des contenus. Donc, chacun va partager son petit contenu, donc sa donnée, sa question de recherche, etc. Ça, c'est la richesse de niveau 1. Donc, la première chose consiste à cristalliser toutes les richesses de niveau 1 quelque part. Quand on commence à cristalliser les richesses de niveau 1, on va commencer à s'apercevoir que ces richesses-là, s'articulant les unes avec les autres, on peut commencer à faire des choses que personne n'aurait pu faire tout seul, ce qu'on appelle la richesse de niveau 2. Et donc, les richesses de niveau 2 sont assez intéressantes parce qu'on commence à voir qu'il y a plus intérêt à partager qu'à ne pas le faire. Parce que, encore une fois, ce que chacun va mettre dans le pot commun va s'amplifier avec le contenu de l'autre. Et donc là, on peut faire des bases de données, on peut faire plein de choses qui sont assez sympathiques. La richesse de niveau 2 commence en général à être valorisable, notamment en pépette, en argent, donc sous forme de formation, sous forme de bouquins, etc. Et après, ces richesses donc là, on est plutôt dans la coopération fermée. La richesse de niveau 3, c'est quand on commence à connecter la richesse de niveau 2 d'un collectif avec la richesse de niveau 2 d'un autre collectif, la richesse de niveau 3. L'exemple de ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le réseau Césamat, c'est des gens qui partagent, des profs de maths qui partagent des cours de maths dans tous les sens, etc. Ça fait maintenant une immense plateforme qui, en partageant leur richesse de niveau 1, donc tous les exercices, les corrigés d'exercices, on fait de la richesse de niveau 2. Maintenant, il y a des bouquins qui sont sortis de ça, qui sont vendus, et qui permettent, ces bouquins vendus, alors que c'est des communs, donc on peut vendre des communs, ça permet de financer l'équivalent de 5 équivalents temps plein pour animer ce réseau Césamat. Richesse de niveau 2. Et là, moi, j'ai assisté à une rencontre entre les rallyes mathématiques du Québec et le réseau Césamat de France. Et là, il y a eu toute une discussion pour que les richesses de niveau 2 de Césamat et des rallyes mathématiques du Québec puissent se connecter entre eux. Les rallyes mathématiques, c'est des questions apprenantes mises en place par des experts de mathématiques, des défis mathématiques. Et pour que les défis soient résolus, ça oblige les apprenants à aller chercher des contenus. Sur Césamat, il y avait plein de contenus, mais il n'y avait pas de défis mathématiques. Bon, là, ce qu'on a vu, c'est que quand on a chaîné les richesses de niveau 2 des rallyes mathématiques et les richesses de niveau 2 de Césamat, ça a fait des contenus qui étaient totalement exponentiels. Enfin, là, du coup, on avait un truc qui était vraiment à très, très haute valeur ajoutée.
Et du coup, là, c'était possible, enfin, ça n'a été possible que quand juridiquement, les contenus étaient sincèrement connectables, et donc notamment avec les fameuses licences dont je parlais tout à l'heure. À un moment, les rallyes mathématiques n'autorisaient pas les usages à des fins commerciales. Du coup, on ne pouvait pas connecter les contenus de Césamat avec les contenus des rallyes mathématiques. Voilà pour les richesses de niveau 1, 2, 3. Et ça, là-dessus, il y a des vrais pièges de richesse, enfin, en tout cas, des richesses qui sont sous-utilisées. Et quand on parle de modèle économique, on ne parle pas uniquement d'euros, hein, c'est de la richesse non monétaire et non marchande. Il y a vraiment de la richesse non monétaire et non marchande qui traîne dans l'économie sociale et solidaire parce qu'on ne travaille pas ces notions de richesse de niveau 2 et de richesse de niveau 3, et surtout de niveau 3. Merci. Marie-Hélène, tu veux réagir? Oui, tout à fait. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Laurent. Je suis complètement d'accord avec ça. Du coup, ce qui est intéressant en termes de concret avec les territoires ou les terrains de jeu que je peux accompagner, c'est effectivement dans la dynamique de coopération, on pense coopération projet sans forcément penser à qu'est-ce qu'on peut mutualiser aussi comme ressources. Et donc là, sur certains accompagnements, ça a été voilà, le fait de proposer aussi des animations sur qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce qu'on peut partager, c'est quoi les compétences sur lesquelles on est bon, on est expert, c'est quoi nos zones de vulnérabilité, comme disait Laurent tout à l'heure. Et du coup, le fait de faire ça à des collectifs, qui soient une dizaine de personnes ou qui soient 40, en fait, ça amène une dynamique hyper intéressante. Là, les personnes peuvent se rendre compte que vous avez telle et telle association qui est régulièrement en train de chercher un lieu ou qui a une problématique de compétences sur tel domaine, et finalement, en fait, sa voisine qui a la compétence ou qui possède la salle de 100 mètres carrés qui pourrait permettre d'organiser de temps en temps des formations. Donc ça aussi, c'est intéressant quand on parle de commun. On a beaucoup parlé de contenu qu'on allait documenter et partager de manière sincère. C'est aussi comment on partage aussi ce qu'on possède finalement en tant qu'association. Ce qu'on possède en termes de matériel, donc matériel divers et varié. Si je prends l'exemple de Pays d'Uzès, vous avez plusieurs associations qui sont dans la culture. Est-ce que toutes ont besoin d'une scène pour réaliser des concerts? Est-ce que toutes ont besoin de lampes, etc., enfin de gros projecteurs, de sonos? En fait, peut-être pas forcément, parce que les événements organisés ne sont pas toujours au même moment. Donc il y a une réflexion qui est menée sur ce sujet, de dire ok, peut-être qu'on peut mutualiser notre matériel, peut-être qu'on peut mutualiser aussi des salles, parce qu'en fait on a une problématique d'accès au foncier qui est énorme. Il y a peu de bâtis disponibles, et quand il est disponible, il est à des tarifs qui sont faramineux. Donc est-ce qu'on ne partagerait pas nos locaux, ou est-ce qu'on n'irait pas chercher des locaux ensemble? Donc quand la dynamique progresse et avance bien, il y a même une envie finalement d'acheter en commun. Et donc d'avoir une asso, là tout récemment, c'est créé finalement une asso qui va être un outil au service de cette coopération multi-acteurs. Et c'est elle qui va finalement potentiellement posséder ces biens qui vont être achetés au nom du collectif. Ce qui fait que ça permet aussi, si jamais une des associations à un moment donné s'arrête, que ce commun appartienne toujours au collectif et ne disparaisse pas du jour au lendemain. Donc il y a aussi cette idée de comment on peut créer des communs ensemble, gérer des communs ensemble, gérer aussi des ressources humaines. Voilà, vous avez des personnes dans des structures qui se forment. Est-ce que tout le monde doit aller se former? Non, parce que toutes les assos n'ont pas forcément les moyens d'aller d'envoyer leurs salariés se faire monter en compétence sur tel ou tel domaine, ou même former ses bénévoles. Alors que finalement, il pourrait y avoir une structure qui possède ces compétences sur le territoire et qui peut les mettre à disposition des autres. Donc là, on est aussi, par exemple, donc sur ce territoire de Pays d'Uzès, en train de réfléchir à cette mutualisation aussi de compétences humaines, en disant, nous, on sait très bien faire ça, nous, on n'est pas très bons, nous non plus, on n'est pas très bons, tiens, on pourrait organiser une formation sur ce sujet entre les associations. Et donc ça, je le donne pour cet exemple ici, mais c'est la même chose sur un autre collectif que j'accompagne autour de l'aide alimentaire, où en fait, chacun a une expertise, mais il y a des endroits où il y a de très belles fenêtres de coopération. Et parce qu'on ne prend jamais non plus le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les projets, de partager les ressources, à la fois humaines, matérielles, logistiques, etc., finalement, on voit qu'une partie des fenêtres de coopération possibles, alors qu'il y en aurait beaucoup plus. Et ça permet aussi de faire des économies financières dans un contexte où
les subventions et les moyens financiers diminuent fortement, et ben, ça permet de quand même maintenir l'impact de ces structures et parfois même d'augmenter en fait leur impact sur leur territoire. Raphaël, sur cette partie protection, etc., comment se passe l'approche côté labo de recherche? Parce que le modèle propre du labo de recherche implique aussi voilà, une gestion de la suite, de la commercialisation, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, comment vous voyez cette question de la protection de votre côté? Je sais pas si. Ah, le micro, il a le micro coupé. Ah. Raphaël, ouais. Ouais. Oui, non, juste pour quand même prolonger ce qui a été dit sur, avant de répondre à votre question, sur les richesses de niveau 3, là, qui sont effectivement les plus difficiles à créer, parce que fatalement, on va se retrouver à faire se connecter des mondes et des sphères avec des représentations, des visions, des intérêts divergents. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est souvent dans ces communs, c'est au fond toutes les tensions et les conflits que ça peut potentiellement générer. Et évidemment, si tout ça n'est pas pensé, travaillé en amont et outillé, on a fort à parier que ça augmente la distance sociale entre pas mal d'acteurs. Donc du coup, par rapport à ces richesses de niveau 3, qui me semblent être les plus fondamentales, il y a quand même cette réflexion sur comment est-ce qu'on apprend à habiter potentiellement le conflit et les tensions, et donc comment est-ce qu'on outille au fond toutes ces approches interculturelles, c'est-à-dire on vient d'en parler, mais cette question notamment de compétences spécifiques que peut avoir chacun des acteurs, tout ce qui va concerner les termes, les mots spécifiques à tel ou tel secteur, tout ce qui va concerner les modes de fonctionnement. Est-ce qu'on est plutôt sur des logiques de projet, on répond plutôt à des objectifs qui ont été prédéfinis, est-ce on respecte les horaires, des choses comme ça. Bref, tous ces outils qui à un moment donné vont être essentiels pour travailler sur ces formes en fait interculturelles et notamment sur les rencontres possibles entre des cultures professionnelles très, très différentes. Et puis l'autre point, c'est à un moment donné comment est-ce qu'on arrive à y voir plus clair sur les logiques potentielles de don contre don. Comment est-ce qu'on travaille sur des matrices de réciprocité qui soient lisibles, qui ne soient pas des usines à gaz, mais lisibles sur l'identification de ce que chaque acteur apporte et reçoit aussi en contrepartie par rapport à un commun. Et voir les points, effectivement, de déséquilibre, de tension potentielle. Donc, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que clairement, les richesses de niveau 3, ça me semble fondamental et c'est bien ça tout l'objet. Après, comment est-ce qu'on outille, en fait, les acteurs pour éviter que les communs ne tombent en fait dans des situations de conflit, de tension potentielle. Et je trouve qu'on ne met pas assez la lumière sur le fait que coopérer, le fait de créer des communs, ça crée fatalement aussi des tensions et des crises potentielles. Et je ne suis pas sûr qu'on soit collectivement suffisamment outillés pour travailler là-dessus. Après, par rapport à la recherche, écoutez, il y a une espèce de comment dire, de schisme, je pense, entre ce que potentiellement on peut porter comme type de projet autour de projets effectivement de recherche-action, de recherche collaborative. Il y a beaucoup de publications là-dessus. Il y a des actions sciences-société, des choses comme ça, donc qui peuvent à un moment donné effectivement créer l'illusion d'une véritable ouverture de la recherche. Après, quand on rentre dans le dur de la manière dont fonctionne réellement la recherche, vous avez très souvent des situations absurdes où vous avez un projet que vous avez gagné, je sais pas, pour une ANR sur des formes de recherche-action collaborative, sur des logiques d'open source, et puis vous avez les services juridiques de l'université qui débarquent et qui, en fait, sont juste structurés par des personnes qui ne comprennent pas, qui n'ont pas du tout cette culture des communs et qui mettent des barrières dans tous les sens et qui font dans certaines situations où on a dû tout simplement abandonner des projets de recherche qui étaient évidemment construits sur ces logiques d'open source. Et il y avait une espèce de dichotomie complète entre ceux qui portaient ces projets de recherche et puis les services juridiques de l'université. Donc ça, c'est un point important. Après, vous avez sur la recherche académique toutes ces logiques, on va dire, d'évaluation effectivement par les pairs, qui est absolument pas dans ces logiques effectivement d'évaluation ouverte, qui permettrait effectivement d'intégrer dans des recherches a priori académiques une diversité de savoirs, ou en tout cas d'ouvrir, ce qui serait extrêmement intéressant, ça serait d'ouvrir le processus de recherche
ce qui ne se fait jamais. In fine, les recherches académiques, vous avez des revues qui vont publier, on va dire, un objet bien ficelé, qui crée comme ça l'illusion d'une scientificité, mais qui à aucun moment publie en fait tout ce qui va se raconter entre celui qui écrit et puis les évaluateurs, ce qui est en fait le cœur du processus de recherche. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, il y a beaucoup, je trouve, d'écrits, beaucoup de discours, beaucoup de politique sur a priori, ces recherches-actions collaboratives. Quand vous regardez fondamentalement comment fonctionne l'université, comment le régime dominant de production de connaissances fonctionne, eh bien, clairement, il y a un décalage considérable entre les deux. Merci. Ouais, ce qui vient d'être dit est absolument fondamental. On est dans un monde, je disais tout à l'heure, qui est dopé à la performance. La recherche n'y échappe pas. Et du coup, ce monde-là favorise non pas la coopération, mais la concurrence. Et qui dit concurrence, dit violence, dit tricherie. Voilà, il y a quelques articles qui sont succulents sur effectivement des universités qui publient énormément et on voit que les publications sont plus ou moins douteuses en termes de qualité scientifique. Là, ce qu'on voit, là, moi, j'accompagne plusieurs labos qui sont en train de renouveler leur agrément HCERS, enfin, du coup, retravailler leur prochain plan quinquennal. Et du coup, là, pareil, c'est de dire ça. On se soumet aux indicateurs qui arrivent mis par quelques petits technocrates qui vont du coup pouvoir compter les points et dire après vous êtes les meilleurs ou les pires. Là, avec quelques labos, on commence à travailler sur le fait de valoriser et de dire voilà la quantité de communs qu'on produit. Et donc, ces communs-là, c'est de l'open data, etc. Et qui sont du coup effectivement des indicateurs qui sont radicalement alternatifs, voire qui sont un tout petit peu, qui grattent un tout petit peu. Là, je vous ai mis l'exemple d'un labo, le LPED, qui fait sa propre revue qui est en open source, avec tous les contenus en open source. On s'aperçoit qu'ils ont des taux de visite de ces contenus-là qui sont absolument hallucinants. Alors que d'habitude, pour publier, il faut publier sur des revues qui coûtent la peau des fesses et qui ensuite, il faut même payer pour pouvoir accéder au contenu. Donc, si tu veux diffuser la connaissance et donc dans un monde qui a vraiment besoin d'intelligence et qui a besoin que si des humains ont actuellement des connaissances ou des compétences qui peuvent servir au fait que ça aille un tout petit peu mieux, si on ne partage pas, je pense qu'en tout cas pour moi, on est simplement des grands criminels. Et donc, il y a un immense enjeu effectivement à pouvoir s'émanciper des fourches codines de systèmes qui font que, comme le disait Raphaël, on se retrouve, moi je ne suis pas chercheur, mais en tout cas on voit des chercheurs qui sont, moi j'appelle ça vrillés, entre d'un côté leur volonté de faire du service public, de faire de la recherche au service d'eux, et de l'autre côté des indicateurs qui sont encore une fois perpendiculaires à leur volonté de faire de l'utilité sociale, pour le dire de manière un peu résumée. Et donc, en fait, c'est un peu de la résistance, quoi. Ouais. Oui, c'est intéressant de voir effectivement les freins qu'on a à tout, en fonction des portes d'entrée de chacun. Parce qu'on voit bien que des freins à la coopération et à la création de communs qui durent, c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, peut-être pour nuancer aussi un tout petit peu ce que disait Raphaël, pour accompagner des collègues, ce qu'on voit, c'est que grosso modo, on n'a pas appris à coopérer. À l'école, on a appris à cacher sa copie. À l'école, on a appris à être meilleur que l'autre. Et on a des systèmes qui, de toute façon, vont sélectionner. Je ne vous fais pas un peu le process, mais grosso modo, on n'apprend pas à coopérer. Ce qu'on voit, c'est que dans les collectifs, si on ne prend pas le temps de réapprendre à coopérer et à démontrer collectivement qu'on a plus intérêt à ne pas le faire, grosso modo, ça ne marchera pas. Parce qu'effectivement, tous les premiers éléments qui vont sortir sont des peurs, la peur du partage, la peur de la récupération, la peur de, encore une fois, tous les fantasmes qu'on a pu nous raconter. Et si effectivement, on n'accompagne pas les collectifs à changer de paradigme et ensuite à s'outiller pour ça, là, pareil, je vous ai mis un certain nombre de ressources, notamment les ressources de Cooptique. Là, c'est un gars belge qui fait une formation qui dure 42 000 journées sur l'idée de coopération pour réapprendre aux gens à coopérer. Au passage, tous ces contenus sont en open source. On s'aperçoit que quand on réapprend aux gens à coopérer, grosso modo, ça fonctionne. Et on voit même des gens qui sont heureux, où on regagne du temps, on regagne des sous, parce que, encore une fois, le fait que chacun fasse dans son coin, grosso modo, dans un monde où les ressources ont l'air d'être un peu limitées, notamment les ressources financières dans le monde de l'ESS, c'est simplement un petit traité de désespérance.
Merci Laurent, parce que tu as introduit quelque chose que je n'ai pas dit quand on a parlé des chantiers coopératifs, c'est qu'effectivement, ces 3 webinaires, ils avaient aussi pour fond de parler du prendre soin, parce que c'est un des éléments qui est beaucoup ressorti dans nos échanges dans le cadre du chantier numéro 4, qui était que nos collectifs sont aussi en difficulté, en souffrance pour plein de raisons qui sont financières, etc., les classiques, mais qu'il y a aussi un impensé. Tu parlais d'impensé tout à l'heure sur cette question-là, mais sur la question du prendre soin, c'est aussi un impensé dans les collectifs de comment effectivement on tient le choc pendant plus longtemps et de remettre au centre que la coopération, ça se travaille et c'est aussi des compétences, c'est des éléments qu'on tient aussi à apporter à travers ce chantier. Donc, merci d'avoir introduit ça. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? On a un petit peu de temps, donc si les autres participants ont des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Moi, j'aurais peut-être juste complété par rapport à cette notion de tension que disait Raphaël sur la coopération. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi de prendre ce temps de coopérer. Alors, la notion de temps doit faire l'objet d'un prochain webinaire, mais souvent on veut coopérer dans l'urgence ou parce qu'on va chercher un financement en se disant bon bah là il faut être à plusieurs, on va chercher le financement, mais on n'a pas du tout pris le temps en amont de savoir pourquoi on allait se rassembler et c'était quoi qui faisait le commun qu'on allait se rassembler, c'est quoi les valeurs qui fait qu'on est ensemble et qui fait qu'à un moment donné, peut-être oui, les financements qu'on a obtenus, on ne va pas batailler pour savoir qui va en avoir le plus. Et souvent, on fait, OK, c'est quoi mon modèle économique, j'ai besoin de tel financement, hop, je crée ça. Et ensuite, si tout va bien, c'est parfait. Et si ça ne va pas, ça génère ces tensions. Et le gros enjeu qu'on a, c'est que même dans notre contexte là de problématiques économiques complexes, c'est de se dire, il faut quand même qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître. Et en fait, coopérer, c'est ça. C'est j'apprends à se connaître, se reconnaître avant de coopérer, se faire confiance. Ça ne se décrète pas, en fait, la confiance. On se dit toujours, on fait confiance a priori. En fait, non, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Donc, on fait un peu semblant de faire confiance, sauf qu'on est toujours en train de se regarder dans le blanc des yeux et en se disant, bon, je vais attendre de voir qui fait le premier pas. Donc, pour moi, c'est important de prendre ce temps-là. Il y a des fois des structures qui disent, mais non, mais là, je ne peux pas intégrer ce collectif. Nous, on est dans un contexte qui est hyper complexe, c'est tendu et financièrement et humainement. Et ben, des fois, en insistant un peu, en leur expliquant ce qu'ils peuvent avoir à gagner à intégrer ce collectif et à partager justement leurs problématiques, leurs ressources et donc leur commun en fait. Et ben finalement, ils en ressortent des choses positives et se disent ah ouais finalement, j'ai pas du tout perdu ma journée, j'ai même carrément gagné aussi du temps sur le fait que tiens, on n'avait pas pensé à ça, on peut effectivement travailler à tel endroit et tel endroit avec telle autre association. Il y a des choses qui émergent et je pense que il y a des tensions qu'on peut éviter si aussi on prend le temps d'apprendre à se connaître et ça s'anime aussi. C'est pas si simple aussi quand on est partie prenante de pouvoir animer un collectif de cette manière, de pouvoir dire les choses. Quand on est animateur ou facilitateur non partie prenante, on peut dire ce qu'on observe, on peut être un petit peu secoueur de cocotier comme dirait Laurent, ce qui permet à un moment donné aussi de faire sortir un peu les uns et les autres et les unes de leur zone de confort. Et je pense que c'est parce qu'on prendra ce temps-là aussi qu'on arrivera à embarquer les gens. Parce que localement, on a des tensions entre des élus et des associations, entre des chefs d'entreprise et des fois des élus, entre des habitants et des élus, etc. etc. Donc, c'est vraiment, ça nécessite du temps et je pense qu'il faut pas négliger ça. On ne peut pas se lancer dans une coopération comme ça en claquant des doigts et en se disant bon allez hop, on y va et puis tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. En fait, il faut vraiment considérer ce qu'on appelle le PFH pour le transformer en précieux facteur humain. Je vois que dans le chat, Marc a réagi par rapport à l'influence aussi qu'auront les financements dans les futurs projets de coopération. Peut-être est-ce que Marc, tu veux en dire un petit mot parce que c'est vrai que ça peut être un enjeu fort vu qu'on a parlé beaucoup de transmission, de partage. La concurrence des financements va peut-être modifier ces relations. Donc si tu veux en dire un petit mot pour continuer dans ce webinaire. Oui, on s'est beaucoup interrogé depuis quelques années sur le fait que les réseaux, les structures de l'ESS fonctionnent en silo et ont du mal à travailler ensemble.
Et on se rend compte qu'il y a une véritable compétitivité, mais il y a un problème de survie économique, ça c'est la première chose, parce qu'elles sont mises en concurrence par les pouvoirs publics et parfois privés d'ailleurs aussi dans leurs activités, notamment dans les appels à projets. Et aussi, il y a un problème de temps. Parce que pour réseauter, il faut du temps et il faut travailler, il faut pouvoir se rencontrer. D'ailleurs, ça a été l'enjeu un petit peu de l'interchantier du 2 octobre 2024. Donc moi, je crois qu'il y a un vrai enjeu à discuter de nos modes de financement, à pouvoir réaliser, comment dire, coopérer autour des financements, mutualiser effectivement les financements. Ah, c'est super. Mais, je crois qu'il y a des interférences voilà. Et donc, je pense que c'est une question qu'il faut aussi poser dans la difficulté effectivement à coopérer. Voilà. Ouais. Effectivement, moi je trouve que c'est. Enfin, je vous ai mis un petit lien qui est peut-être un peu une espèce de carte mentale sur les modèles économiques des réseaux. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu à ce que l'économie dite sociale et solidaire retravaille ces fameux modèles économiques. Actuellement, les structures de l'ESS ne parlent, quand ils parlent de modèle économique, parlent d'économie marchande et monétaire et parlent d'argent, pour le dire comme ça. Je pense qu'il y a vraiment une réappropriation à faire pour dire que oui, effectivement, on ne va pas faire les bisounours des sous, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est comment ces sous-là, on se débrouille pour que 1 euro reçu dans une structure de l'économie dite sociale et solidaire puisse servir à minima à 10 autres structures. Comment faire pour que les contenus produits puissent servir à minima à 10 autres structures. Et donc, si on faisait ça, je pense que là, on a, on a une survalorisation de l'argent public reçu. Et ça a été travaillé beaucoup au niveau de Presse Métropole, où ils sont passés d'appel à projet à des appels à envie. Ce qu'on a vu, c'est qu'1 euro d'argent public investi et qui génère des communs, génère en valeur absolue sur le territoire entre 2 et 3 euros. Alors que 1 euro investi dans l'économie, dans une économie sociale et solidaire qui fabrique des biens privés, en fait, consomme de l'argent. Et actuellement, je pense qu'il y a vraiment une réaffirmation à faire dans l'économie dite sociale et solidaire pour dire que justement, non, on est dans la coopération, dans le partage sincère, dans la coopération ouverte, et du coup, 1 euro reçu, quelle que soit la porte d'entrée, doit servir aux autres. Et après, il y a un autre élément, notamment sur les mises en concurrence, parce qu'effectivement, c'est effectivement le génome effectivement de nos financeurs actuels. C'est petit 1, leur montrer qu'on peut passer d'appel à concurrence à des appels à envie. L'exemple de ça, c'est Brest Métropole qui a vraiment fait des choses qui sont vraiment intéressantes là-dessus. Et là où du coup, on a un appel à coopération et non pas un appel à concurrence. Et après, sur la mise en concurrence, ce qu'on s'est amusé à faire avec quelques acteurs, c'est à répondre exactement la même chose, donc connivence entre différents acteurs, et on a répondu exactement le même dossier aux personnes qui, du coup, souhaitaient nous mettre en concurrence. Et là, ils disaient, donc chacun avait sa charte graphique, mais le contenu était exactement le même. Et là, les personnes en face nous ont dit, mais vraiment, ça ne marche pas, parce que du coup, nous, on ne peut pas trier, on ne peut pas choisir. On a dit, ouais, mais nous, on est désolé, on coopère. Et donc, effectivement, tous nos contenus sont partagés, y compris nos réponses à des marchés publics. Et donc là, le fait de prendre à contre-pied, ça a fait des espaces de discussion qui étaient très intéressants, en disant aux personnes à quoi vous jouez. Nous, on veut faire économie sociale et solidaire. Si vous nous mettez en coopération, en soi-disant saine concurrence, vous êtes simplement en train de nous flinguer. Et là-dessus, il y a vraiment, à mon avis, de la posture politique à réaffirmer et de la stratégie. Et plus ça va, plus on a intérêt à retravailler cette stratégie politique pour du coup, en tout cas, pas rentrer dans le jeu, pour moi, qui est un jeu thanatogène par rapport à ce qui est, d'après moi, la colonne vertébrale de l'économie sociale et solidaire. Et ça, essayez de le faire une fois. 3 structures qui répondent exactement la même chose sur un marché, une mise en concurrence, vous allez voir que là, l'espace de discussion, il va être super intéressant. Vraiment super intéressant. Merci. Ce que je vous propose, il nous reste un peu plus de 10 minutes. Est-ce qu'il y a une ou deux questions du côté du public? Pour l'instant, il y a quelques questions, mais qui ont été répondues. En tout cas, il y a eu des compléments et d'autres éléments. Là, je vois Marianne qui vient de répondre aussi à une autre question sur le chat. Il y a une réaction. Est-ce qu'on peut prendre le temps de la réaction du coup de Lorenzo à l'oral, j'ai l'impression.
Si ça te va, Céline, et puis après, je te propose qu'on fasse un petit tour de conclusion. Ça marche. Lorenzo? C'est bon, ouais. Je voudrais revenir sur ce que partageait Laurent, et puis je n'ai pas pu écouter tout ce que tu partageais également, Céline, où ce besoin effectivement d'apprendre à coopérer. Et je sais, Céline, que tu es proche d'Anne et Patrick Beauvillard, qui ont développé le concept de maturité coopérative. J'entends la même chose aussi avec ce que disait Laurent concernant Cooptique. Et comme actuellement Anne et Laurent et Patrick sont beaucoup moins disponibles, seront beaucoup moins disponibles parce qu'ils sont à la retraite, est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement une articulation entre toutes ces différentes dynamiques, puisque la question qui se pose, c'est comment ouvrir cet espace, comment faire entendre et partager ces formations autour de la maturité coopérative, si on reprend ces termes-là, pour que le plus grand public puisse se l'approprier, en tout cas se former à cette dimension. C'était ça ma question. Merci. Alors, il y a déjà un élément de réponse, c'est que sur les chantiers coopératifs, le premier chantier, il est sur la question du métier, justement, le métier d'animateur et d'acteur de la coopération, et notamment avec cette volonté partagée de se dire, il faut qu'on utilise les outils aussi de la formation professionnelle pour pouvoir effectivement renforcer ces compétences-là. Et donc, il y a quelques acteurs qui se proposent de continuer ce chantier pour construire une réponse au RNCP, donc le registre national des compétences au niveau national, pour faire reconnaître ce métier d'acteur de la coopération, enfin d'animateur de la coopération, et de manière à ce que ce soit pris en charge par du CPF, ce qui permettrait justement de financer ces formations auprès d'un plus grand public. Donc ça, c'est une première réponse qui est en cours de travail, avec des acteurs notamment comme Savoir Devenir, et puis avec quelques personnes d'Animacop qui étaient aussi dans ce chantier-là. Donc voilà, on a cette préoccupation-là d'élargir aussi les personnes formées à la coopération. Et puis, sur particulièrement la question Intercop, parce qu'effectivement, moi, j'ai fait partie des 3 sessions de personnes formées par Anne et Patrick Beauvillard pour prendre leur suite. On a une réflexion autour de comment on renforce l'Instercop et on continue ce travail à leur suite. Donc là, c'est en train de se construire aussi de ce côté-là. Voilà. Et Laurent, je ne sais pas si tu veux répondre. Je pense que tu as peut-être des choses aussi à partager là-dessus. Je ne sais pas. Non. Je crois qu'il y a Alice qui demandait la parole. Ouais. Ah, pardon, je ne vois pas les mains. Il y a une main levée de Alice, ouais, d'active. Oui, bonjour, excusez-moi, c'est Carole, en fait, c'est pour ça que je ne réalisais pas qu'Alice est une collègue, je n'ai pas changé de nom. Oui, c'était juste pour compléter la réponse, mais Céline vient d'en parler. En fait, au sein de notre structure, on fait partie du groupement Générateur, et il y a plus de 4 personnes au sein du Générateur qui sont formées par Anne et Patrick Beauvillard sur ces questions-là, et dans le but, effectivement, en tout cas en région Bourgogne-Franche-Comté, d'essaimer la maturité coopérative. Et du coup, juste par rapport au lien qui vient d'être partagé, là, on voit que la licence choisie, par exemple, interdit l'usage à des fins commerciales et n'autorise pas la modification des contenus. Donc ça, c'est vraiment une licence qui empêche le partage sincère entre structures de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que dans une structure, vous n'avez pas 100% d'argent public, dès qu'il y a un peu de sous qui arrivent, qui peut être des sous privés, des sous qui arrivent par exemple par un budget de formation, c'est considéré juridiquement comme à des fins commerciales. Quand vous publiez un contenu sur Facebook, c'est considéré juridiquement comme à des fins commerciales. Quand vous partagez des ressources sur LinkedIn, c'est considéré juridiquement comme à des fins commerciales. Donc en fait, la licence choisie au niveau de ce site-là, par exemple, n'autorise à utiliser les contenus qu'au niveau d'amis ou dans votre famille, mais surtout pas entre collègues. Donc du coup, c'est très bien d'avoir choisi cette licence, mais si vous voulez passer à l'idée de commun,
je vous encourage à passer un cran de plus. Peut-être un élément aussi que j'avais envie de partager, c'est, on parlait de documentation, c'était un peu le sujet, et il y a plein de gens qui en fait, disent qu'ils n'ont pas le temps de documenter. Là-dessus, je vous conseille vraiment d'utiliser ce qu'on appelle la documentation croisée. Des personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps de documenter vont par contre avoir le temps pour expliquer leur projet 1 fois, 2 fois, 3 fois, 32 fois à des personnes différentes. Et là, il n'y a pas de souci, ils ont le temps. Donc là, l'idée de documentation croisée, c'est de dealer avec les personnes à qui on explique, dire « moi, je veux bien t'expliquer, en échange, tu documentes ». Et là, vous allez voir que le fait de faire ça, vous avez des personnes qui c'est du donnant-donnant, moi, je te consacre du temps, en échange, tu écris. Et là, après, vous allez pouvoir modifier ce qui a été écrit, vous co-signez le contenu entre la personne qui vous interviewez et vous-même, et là, vous avez un début de commun de contenu qui peut commencer à être partagé. Voilà, petite astuce au passage, la documentation croisée. Merci. Il nous reste 5 minutes, donc je propose à nos 3 intervenants de conclure si vous avez un peu 1 ou 2 phrases avec lesquelles vous repartez. Marie-Hélène, est-ce que tu veux commencer? Non, t'entends pas. Ah, c'est bon là. Ça y est. Oui, j'avais commencé, je pouvais ne pas être la première. Hein, il y avait... sinon, je passe la parole à quelqu'un d'autre, comme vous voulez. Non, mais voilà, tu me l'as donné, je vais essayer de brièvement proposer. Moi, ce avec quoi je repars, c'est que la création de commun, la coopération, c'est pas forcément des choses intuitives et évidentes, et qu'effectivement, il faut prendre le temps de le faire, il faut apprendre aussi à le faire, et que je pense que c'est fondamental si on veut à un moment donné que tous les engagements dans lesquels on est sur essayer d'accompagner la résilience des territoires, la résilience des structures, et de pouvoir mieux absorber, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas être agile face aux crises auxquelles on est confronté, et puis c'est l'avenir, on ne va pas vraiment avoir le choix. Donc voilà, essayons de dès maintenant franchir ce cap et y aller de plus en plus, quoi. Et on voit déjà, pour ceux qui démarrent et qui l'ont déjà fait, que c'est un impact positif énorme, quoi. Donc allons-y, n'ayons pas peur de la coopération et du partage sincère. Merci. Raphaël, vous voulez prendre la suite? C'est plus une interrogation. C'est comment dire, c'est complexe, hein, ces histoires de coopération, ces histoires de comment. Il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'écrits, beaucoup de discussions autour de ça, mais on reste quand même dans des sphères assez, au fond, assez fermées. C'est-à-dire, je ne sais toujours pas comment, une question toute simple, hein, comment parler de commun et de coopération avec ma famille. Je ne sais pas comment m'en sortir. Donc, en fait, c'est ma question, c'est comment est-ce que ces histoires sont traduites politiquement, en fait. Comment est-ce qu'elles peuvent véritablement atterrir dans la société sans provoquer une forme souvent de mise à distance, voire même d'hilarité dans certains milieux, en tout cas. Donc pour moi, c'est une vraie question. Comment est-ce que c'est traduit pour que ce soit appropriable socialement, pour, en fond, créer une économie sociale et solidaire populaire? Et pour l'instant, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. C'est plus vraiment une question. Et comment c'est porté politiquement? Je ne sais pas quel parti porte fondamentalement ça, ou pas de manière, on va dire, purement marginale, mais place les communs au cœur d'un programme politique. Pour l'instant, je n'ai toujours pas vu. Voilà. Merci. Laurent, moi, juste peut-être témoigner en 2 secondes et demie d'un projet qui s'appelle Riposte créative territoriale que j'ai eu la chance d'accompagner
au moment du Covid. Et donc là, il y avait le CNFPT, bon, je le dis un peu vite, qui était en carafe. Bon, c'était pas tout à fait ça, mais vraiment. Et donc, l'idée, c'était de fabriquer, connecter des initiatives et connecter autour d'une question que tout le monde se posait, des communautés apprenantes. Et là, ce qu'on a vu, c'est que le fait de... Là, ils sont venus chercher des experts du sujet. Et là, nous, on leur a dit, petit 1, mettez tout en commun. Petit 2, transparence. Petit 3, on a simplement apporté les conditions qui sont les conditions associées aux fameuses compétences coopératives travaillées par Elisabetta Sanochka, dont je parlais tout à l'heure. Et là, ce qu'on a vu, c'est que ça a fonctionné et que ça a pu se démultiplier. Donc du coup, effectivement, au bout d'un moment, il y a eu des gens qui ont dit, c'est bon, la récréation est terminée, il faut que ça revienne comme avant. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est en train de rhizomer et de ressortir un petit peu de partout. Et donc, je pense que là, je vais parler en tant que naturaliste, au regard de grosso modo une planète qui est vraiment pas du tout en bon état, eu égard à quelques pratiques des humains qui sont pas terribles. Si l'économie dite sociale et solidaire propose des alternatives un peu sympathiques et désirables, il y a urgence à les partager, il y a urgence à les connecter. Et donc, du coup, là-dessus, je pense qu'on a une vraie responsabilité à remettre l'ESS comme un espace désirable et un espace qui est un espace de fabrication de solutions. Et il faut que ces solutions-là se diffusent. Si on a des choses qui sont potentiellement sympathiques, si on les laisse dans nos tiroirs, nos enfants nous accuseront, pour reciter un titre de film célèbre. Voilà, j'ai dit. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Je ne sais pas si Mickaël ou Marc, vous voulez dire un dernier mot. Le prochain webinaire, la date n'est pas encore calée, mais on diffusera l'information sur les réseaux. Et oui, juste pour dire un tout petit mot, vous pouvez retrouver les liens du coup de ce webinaire-là qui sera bientôt rediffusé sur la plateforme et du premier qu'on a fait en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, avec 3 intervenants et intervenantes sur le sujet. Et du coup, voilà, il y aura un 3e. Il y a 2 autres webinaires qui sont faits dans le cadre du chantier 2 qui rentrent dans cette série-là. Et donc, on aura toute une liste de diffusion de ces webinaires-là, en plus des productions des autres chantiers. Et j'en profite juste que j'ai la main pour remercier déjà Céline d'avoir animé ce webinaire et nos 3 intervenantes d'avoir participé avec nous à ce sujet très intéressant. C'était vraiment intéressant et nous, ça va aussi nous questionner sur notre utilisation de notre wiki et de nos données qu'on a produites sur l'ensemble des chantiers. Et je complète l'intervention de Mickaël en disant que là, on est en train de réfléchir à la suite des chantiers coopératifs, puisque on va essayer effectivement de répondre à des défis, notamment sur les métiers de la coopération, mais pas que. Continuer ce travail qui nous a reliés. Moi, je pense qu'effectivement, l'existence d'espaces d'échange tels que ceux que nous avons créés, d'échange et d'action, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire vivre. Voilà. Donc, je vous incite déjà aussi à répondre au questionnaire si vous ne l'avez pas fait, qui est en ligne et que vous avez sans doute reçu, pour savoir comment vous vous positionnez par rapport au chantier coopératif et comment on peut continuer ensemble. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. S'il vous plaît, juste une question. Où est-ce qu'on trouve les webinaires enregistrés, s'il vous plaît? Parce que je pensais que c'était à 14h, donc j'ai tout coupé. Je vous envoie un mail avec tous les liens. Merci beaucoup. Pas de souci. On les mettra, moi je vais les mettre aussi sur LinkedIn où c'est assez diffusé, de manière à ce qu'on puisse effectivement diffuser ça au maximum. Merci. Bye bye. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.